Donc pour commencer maintenant avec ce topo qui s'appelle encore une fois syndicalisme et politique pour ceux qui sont déjà venus, mais j'ai essayé de faire l'effort de ne pas faire les mêmes choses pour pas faire doublon. Puis les autres en fait existent déjà sur YouTube, vous pouvez les voir justement pour ceux qui ont déjà vu, que ça fasse pas redite. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous irez voir. Là, je vais faire juste quelques rappels, mais essayer d'aller directement à des choses un peu nouvelles, soit qui ont été ouvertes par la situation de l'année qui vient de s'écouler, ou soit en fait des discussions qu'on a moins posées dans d'autres universités d'été, que je vais essayer de développer aujourd'hui. Bon, je fais quelques rappels qui sont rapides. N'ayez pas peur dans cette partie rappel. S'il y en a qui sont un petit peu perdus ou qui sont des camarades plus nouveaux ou quoi, vous pourrez aller revoir et ça ne vous empêchera pas de suivre la suite du topo. Mais en tout cas, dans ces rappels, je veux dire qu'on a fait, donc il y a deux, il y avait un de 2019, un de 2024 qui sont visibles sur YouTube. On peut vous les envoyer si vous ne les trouvez pas. Et où on a discuté, surtout dans le dernier, donc de celui de l'année dernière, on a réfléchi à comment la classe ouvrière, elle peut être elle-même un acteur politique, comment elle peut jouer un rôle politique elle-même, c'est-à-dire ne pas être condamnée à seulement lutter, seulement résister à des attaques, etc., mais qu'ensuite les grandes questions politiques et son destin, ils soient mis entre les mains d'autres secteurs sociaux, entre les mains de bureaucrates syndicaux, entre les mains de politiciens bourgeois ou de réformistes, etc. Et donc on a réfléchi ça. Est-ce que c'est possible en fait que la classe ouvrière elle-même, à partir même de la lutte de classe, elle puisse jouer un rôle politique, poser les grandes questions politiques, et la plus grande question politique est la question du pouvoir, entraîner d'autres secteurs opprimés de la société dans ces luttes et dans une lutte globale contre le capitalisme et proposer une autre société. Ça, c'est la réflexion qu'on a faite, évidemment que je dis là très rapidement. Et on a évoqué évidemment que dans l'histoire de la classe ouvrière et ses tentatives de prendre son destin en main, un des obstacles énormes qui en fait est apparu à la fin du 19e, début du 20e, c'est la bureaucratie syndicale pour ce qui nous occupe, mais la bureaucratie dans les partis ouvriers s'était développée aussi. Et comment en fait la bureaucratie a joué un rôle, a été un obstacle absolument central pour freiner à la fois l'unification et la politisation de la classe ouvrière. Et c'est la fameuse formule de Trotsky qui dit que la bureaucratie syndicale joue le rôle d'une véritable police politique à l'intérieur même des organisations ouvrières, c'est-à-dire de limiter l'activité politique de la classe ouvrière. Donc ça, on a évoqué, pareil, je rentre pas dans les détails, mais en gros, la logique, c'est d'avoir en tête que la bureaucratie qui se développe au sommet des organisations ouvrières, elle joue un rôle, elle permet à la bourgeoisie de dominer non seulement par les armes et par la force. Disons que la bourgeoisie, elle ne peut pas dominer seulement par l'autorité et la répression, elle essaye de dominer aussi autant qu'elle peut par le consentement, c'est-à-dire par essayer d'entraîner une fraction de la population, fraction de la classe ouvrière derrière son projet. Et ça, c'est pas seulement par la force de ses grandes idées et qu'elle nous aurait convaincus que le capitalisme c'est bien, etc. Mais elle organise son hégémonie, c'est-à-dire elle l'organise dans des mécanismes concrets de dialogue social et au travers d'une couche sociale propre que c'est la bureaucratie qui commence à avoir des intérêts matériels différents de ceux qui sont à l'usine ou dans leur taf et qui doivent taffer toute la semaine, etc. Et en fait, ces intérêts matériels-là, elles commencent à développer une mentalité conservatrice dans cette bureaucratie et y compris dans la classe ouvrière. Donc, bon, voilà, le résumé à très grands traits du topo de l'année dernière qui durait 1h30. Donc, forcément, c'est à l'âge. Et on avait essayé de passer aussi une histoire de la politisation de la classe ouvrière, c'est-à-dire en gros cette discussion-là de la bureaucratie, de comment en fait la classe ouvrière, des secteurs sont intégrés aux intérêts de l'État ou pas, c'est toute la tentative de la bourgeoisie, comment en fait ça s'est déroulé au cours de... Alors on avait pris l'exemple français, où en gros, pareil, pour vous le résumer à très grands traits, on avait dit que assez tôt, enfin en 1884, c'est la date de la légalisation des syndicats, la bourgeoisie, elle essaye, au travers de cette loi de légalisation des syndicats en France, de justement limiter l'activité politique de la classe. Donc en fait, elle dit noir sur blanc que ces syndicats, ils sont légalisés, ils sont institutionnels, etc. Ils ont le droit d'exister, mais seulement pour des revendications sociales, etc. Et surtout pas pour des revendications politiques. Et les créateurs de cette loi, ils disaient en fait que c'était le meilleur moyen qu'ils avaient trouvé d'essayer d'isoler les agitateurs politiques du reste de la classe ouvrière. C'est une tentative de la bourgeoisie qui ne fonctionne pas bien jusqu'à 1914, où en fait, au contraire de l'Allemagne, où il y avait une énorme bureaucratie qui s'est développée, etc. En 1914, en France, la bureaucratie syndicale, elle n'est pas énorme. Par exemple, dans la Confédération
de la CGT, il y a 3-4 permanents, ce qui est très peu, et qui n'empêche pas pourtant que la direction de la CGT, elle se baigne dans l'union, elle se jette dans l'union sacrée en 1914, et c'est un véritable saut dans l'intégration à l'État et aux intérêts de l'État, où en fait on va lutter contre le militarisme prussien, etc., aux côtés de notre propre bourgeoisie, donc c'est toute la clique à Léon Jouot, etc. Donc, et à partir de là, on a fait un repassage, disons, du XXe siècle, sur lequel je ne rentre pas, mais où on a vu que dans la plus grande partie du XXe siècle, le stalinisme a la main mise sur le mouvement ouvrier, notamment sur la CGT, et l'intégration de la classe, l'intégration d'une partie de la classe ouvrière à l'État, elle se fait au travers de ça, c'est-à-dire au travers de la domination du stalinisme, qui, en dernière instance, propose un projet de conciliation de classe, ce qui n'empêche pas des luttes, mais nous, on n'a pas une logique seulement luttiste, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il y a des luttes que c'est forcément bien. Par exemple, Stéphane Siro, qui est un historien du syndicalisme, il dit qu'il y avait pendant toute cette période une régulation par le conflit, c'est-à-dire qu'il y avait il y avait des luttes, il y avait des grèves, elles étaient elles suivaient toujours plus ou moins tout le temps le même schéma, qui était en fait des luttes pour à la fin négocier et imposer une un peu meilleure négociation, des pressions sur une négociation si on veut. Donc, et on arrive maintenant, et là on va commencer à rentrer plus dans le vif du sujet. Cette manière et ce rapport entre partis et syndicats, c'est-à-dire ce rapport courroie de transmission, si on veut, entre le PCF et la CGT. Alors, au dernier topo, j'ai dit qu'il s'exerçait sans nuance, j'ai un peu exagéré, mais parfois il y avait des contradictions, etc. Mais grosso modo, c'était ça qui primait. Le problème, c'est qu'il y a eu, au tournant des années 80, disons, où la bourgeoisie, elle doit répondre à la crise des années 70, elle doit, avec beaucoup plus de détermination, essayer de remettre en cause le compromis social qui sortait de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça qu'on appelle le néolibéralisme, etc. À ce moment-là, il y a, après je reviendrai plus sur cette période, mais il y a un déclin énorme des organisations ouvrières, un échec en fait du PCF et du communisme en général avec la chute du mur, etc. C'est comme ça que c'est perçu, parce que c'est pas pour nous le communisme réel, c'est le socialisme dans un seul pays, c'est pas le communisme, mais en fait c'est comme ça que c'est perçu. Et qu'est-ce que ça provoque dans le syndicalisme? C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que à partir des années 90, le syndicalisme, il doit essayer de ne pas chuter avec le PCF, avec le communisme, etc. Et donc, il prend ses distances avec les partis. Et là, se crée, pour la première fois dans le XXe siècle de manière aussi forte, une prise de distance très forte, non seulement avec le PCF, où en fait jusqu'à là, en fait, le dirigeant de la CGT était un des dirigeants du PCF, tous les dirigeants des unions départementales étaient choisis par le PCF, il y avait vraiment un rapport comme ça très fort, et dans le milieu des années 90, ça s'est remis en cause avec une utilisation opportuniste de la charte d'Amiens, une utilisation hypocrite de la charte d'Amiens. La charte d'Amiens, vous connaissez, qui dit en fait notamment l'indépendance syndicale. Aujourd'hui, c'est cette partie plutôt, c'est pas la partie grève générale et remise en cause du capitalisme qui est trop utilisée, plutôt la partie indépendance syndicale, soit parce que des Stal, ils ont envie de poursuivre des trotskistes et donc ils utilisent la charte d'Amiens comme ça, soit à ce moment-là, une utilisation totalement hypocrite de la charte d'Amiens pour dire non, mais nous, en fait, on n'est pas eux. Nous, on est en fait indépendant syndical, on n'est pas lié à ça. Et de là s'ouvre une période que les sociologues du syndicalisme, notamment Carelion et Baptiste Giraud, Sophie Béroux, toute cette bande-là, mais surtout Carelion qui fait cette définition, il dit qu'il vient de se passer 30 ans de dépolitisation du syndicalisme. 30 ans où le syndicalisme a mis à distance non seulement le PCF, mais la politique. C'est mal vu dans le syndicalisme de faire de la politique, d'être un militant politique. On peut s'attaquer sur cette base-là, etc. Surtout, ces sociologues-là, ils amènent une définition qui est importante. Ils disent que peut-être que là, on est en train de rentrer dans la fin de cette dépolitisation. On est en train de rentrer dans la fin de 30 ans de dépolitisation du syndicalisme. Cette définition, ils la font, je crois, si je ne me trompe pas, qu'ils ont commencé à la faire en 2023, après la bataille des retraites. Pourquoi ? Parce que dans la bataille des retraites, où il y avait une intersyndicale unifiée, ils ont remarqué que cette intersyndicale unifiée, elle était mise en position d'être un acteur politique ou d'être un représentant, quasiment un parti des travailleurs, c'est-à-dire un représentant des travailleurs, dans le sens où dans le champ politique, il n'y a plus le PCF et en fait LFI ne remplace pas ça, c'est-à-dire il n'y a pas de partis politiques qui sont très liés et implantés dans la classe ouvrière. Ils sont le parti des travailleurs. Il y en a de manière dans les je sais pas, Roussel dans les formules il dit ça, mais bon, vous voyez bien que c'est pas ça. Et donc
ça met en position le syndicalisme, et notamment l'intersyndicale quand elle était unifiée, etc., de parler au nom des travailleurs et donc d'être quasi un parti, prenez-le avec des pincettes que la formule, mais un représentant de la voix des travailleurs. Évidemment, il est mis en position, mais l'intersyndicale ne voulait pas jouer ce rôle et accepter ce rôle. C'est-à-dire qu'il y avait une politisation à la base du mouvement, c'est ce qu'on a écrit dès le début. Politisation dans le sens qu'il y avait pas seulement une lutte revendicative pour le retrait de la réforme, ça c'est ce à quoi a voulu cantonner le mouvement l'intersyndical, mais il y avait à la base, dans la conscience de la base et de ceux qui se mobilisaient, une politisation plus large qui posait les questions de conditions de travail. Il y avait la question de l'inflation qui était brûlante. Un peu plus tard dans le mouvement, il y a eu la question du 49.3 qui, parce que avant, quelques années avant, le 49.3 passait, personne ne savait même 49.3, tout le monde te dit c'est quoi 49.3 ? Aujourd'hui déjà tout le monde sait ce que c'est, et même ça a eu un impact, cet autoritarisme, et c'est en fait l'autoritarisme qui est inclus dans la Ve République et le passage en force du 49.3 a eu un impact même sur le mouvement. Il y a des secteurs qui ont lancé une reconductible ou qui ont durci leur grève à ce moment-là, etc. Donc il y avait la possibilité d'essayer de construire une conjonction entre ces différentes revendications et différents secteurs de la classe ou de la population pour essayer de transformer le mouvement, pas seulement un mouvement revendicatif, mais un mouvement plus politique. Donc comme je l'ai dit, l'intersyndicale, elle a limité le mouvement à pas jouer ce rôle politique justement, et elle s'est limitée elle-même à ne pas être un acteur politique, notamment sous pression de la CFDT, mais en fait la CGT était très contente, et pour elle c'est de plus en plus une stratégie de vouloir se mettre à la remorque de la CFDT sous prétexte d'unité. Nous on n'est pas des sectaires anti-unité, on est très content qu'il y a l'unité, le front unique, etc. Mais le problème c'est que l'unité, pour quelle stratégie, pour quel programme, etc., c'est ça qui est important. Donc je reviens à la définition de nos sociologues qui disent on est face à une possible à la fin de la dépolitisation du syndicalisme, à la fin de ces 30 ans qu'on vient de passer, à une repolitisation du syndicalisme. Et pourquoi je dis que dans l'année qui vient de s'écouler, ça me semble de plus en plus vrai? Parce qu'en fait, cette définition, elle était en partie validée par l'attitude du syndicalisme et des directions syndicales elles-mêmes. Le truc plus marquant, c'est l'appel au vote NFP et la campagne NFP. Je ne sais pas si tout le monde sait, mais là, c'est pas dans la tradition. Par exemple, dans les 30 dernières années, même quand il y avait la gauche unie, parce qu'à la limite, je peux comprendre qu'ils ne veulent pas être autant affiliés au PCF ou à un parti en particulier, mais que quand il y a la gauche unie, c'était ça leur excuse pour faire la campagne NFP, si vous vous rappelez, c'était ça et le risque de la montée de l'extrême droite. Mais par exemple, quand il y avait la gauche unie en 97 pour la gauche plurielle, ils n'ont pas appelé même au vote pour la gauche plurielle. Alors que là, ils ont non seulement appelé au vote NFP, mais ils ont fait campagne active, etc. Pas toute l'intersyndicale, parce que certains, par exemple, FO profite pour essayer de reprendre sa posture d'origine, qui est la posture plus indépendance syndicale, etc., en voyant que les autres, ils prennent une posture plus politique. T'as dit quoi? Non, surtout, il y a plein de fachos à FO. Voilà, et oui, c'est ça, et FO contre l'extrême droite, bon, voilà, ils veulent pas trop perdre des adhérents. Donc, gardez en tête le fil conducteur que je suis en train de discuter là, c'est la repolitisation du syndicalisme. En quoi cette définition que font les sociologues spécialistes de la question, elle est intéressante, et après en quoi elle a des limites. Alors elle est intéressante en ça, donc vous avez vu la campagne NFP, mais après il y a d'autres éléments. Par exemple, si vous voyez Sophie Binet, c'est beaucoup plus politique comme secrétaire générale que Martinez ou même que les précédents. Il y avait un éditorialiste une fois a dit que Sophie Binet c'est la secrétaire générale CGT la plus politique depuis Georges Segui, et je trouvais que c'est une formule très parlante et correcte. Et donc vous voyez dans les interventions que c'est beaucoup plus politique, etc. Maintenant, toute la question, c'est quelle politique? On a écrit sur cette question, voilà, quelle politique propose soit, je veux dire, cette repolitisation du syndicalisme et même des directions syndicales, c'est pour faire quelle politique? Et les sociologues qui font cette définition et qui sont très contents de cette repolitisation, quelle politique ils proposent? Nous, on a polémiqué avec ces secteurs-là en disant que c'est une politique qui reste dans la voie institutionnelle, soit sur le terrain de la lutte de classe, soit sur le terrain des élections. À chaque fois, c'est quand même la voie institutionnelle. Pourquoi? Parce que dans le moment de la lutte de classe, c'est ne pas remettre en question ce qui a été l'attitude des directions syndicales pendant le mouvement de 2023, qui était une stratégie institutionnelle, c'est-à-dire une stratégie de pression sur les institutions. Les journées d'action isolées, qui sont les temps forts, etc., c'est pour faire pression sur, si vous vous rappelez bien, c'était pour faire pression sur l'Assemblée nationale pour qu'il y ait un vote, etc. Ensuite, c'était sur le Conseil constitutionnel, ensuite sur Macron, et ensuite, une fois que tu as voulu faire que pression et que ta stratégie de pression, elle ne fonctionne pas, tu n'es capable de tirer aucun bilan stratégique de ta défaite, et du coup, le bilan est totalement démoralisant, que c'est oh là là, ce gouvernement était trop fort, si c'était avec quelqu'un d'autre que Macron, ça serait passé. Et ça, mais ça qui est tout à fait cohérent avec la stratégie qui est un peu implicite, qui est pas dit
totalement explicitement par les directions syndicales et par la direction de la CGT, mais qui est une stratégie d'élection d'un gouvernement de gauche sur lequel faire pression. Et ça, on va y revenir après, c'est quelque chose qui a déjà existé dans l'histoire de la CGT, que c'est bien d'étudier pour essayer d'agir et de polémiquer sur ça. Donc, voie institutionnelle, soit dans la lutte de classe, comme je l'ai dit, pression sur les institutions, soit voie institutionnelle dans les élections. Par exemple, en 2023, quand les sociologues commencent à faire cette définition, ce qu'ils proposent, c'est d'aller jusqu'au bout de cette politisation du syndicalisme, en espérant, donc à l'époque c'était la NUPES, en espérant que la NUPES donne des circonscriptions à l'intersyndical pour faire une espèce de front populaire comme ça, ou comme ils l'appelleraient eux, ou d'union de la gauche politique et syndicale, qui trouve une voie institutionnelle électorale, où en fait il y aurait l'élection d'un gouvernement de gauche, et à la fin, la classe ouvrière serait condamnée à seulement faire pression et espérer que le gouvernement de gauche, ils ne la mettent pas trop à l'envers. Donc, ça, c'est la stratégie institutionnelle que proposent soit les directions syndicales, soit les sociologues qui, plus ou moins, remettent pas beaucoup en cause la stratégie de l'intersyndicale. Nous, on a polémiqué avec ça en disant que effectivement, la repolitisation, il y a une dynamique à ça, elle est possible et elle est nécessaire, mais que c'est pas n'importe quelle repolitisation, que la classe ouvrière, elle peut jouer un rôle politique par elle-même au travers de sa propre lutte de classe et au travers du développement de ses propres institutions. Ça, je vais pas beaucoup développer, c'est pour garder en tête. Après, je vais essayer d'actualiser cette discussion. Mais bon, j'ai dit déjà, par exemple, l'exemple de 2023, où il y avait une politisation à la base, il était possible de donner des perspectives politiques à ce mouvement-là. Il faut garder en tête que, en gros, c'est deux logiques qui sont totalement différentes. En fait, la logique des réformistes et des révolutionnaires sur cette question de la politisation de la classe ouvrière, c'est des logiques totalement différentes. C'est-à-dire, les réformistes, ils n'excluent pas un certain degré de politisation de la classe ouvrière, mais c'est pour la condamner à rester une masse de manœuvre en vue d'un projet de conciliation de classe. Et c'est une masse de manœuvre pour d'autres secteurs sociaux qui prendraient le destin de la classe ouvrière dans leurs propres mains. Dans les autres secteurs sociaux, comme j'ai dit tout à l'heure, des bureaucrates, des politiciens professionnels, des secteurs de la bourgeoisie soi-disant progressistes ou nationaux qui voudraient défendre l'industrie ou je sais pas quoi. Et en fait, dans ça, c'est-à-dire que c'est la classe ouvrière, elle remet son destin dans les mains de quelqu'un qui n'a pas les mêmes intérêts qu'elle. C'est-à-dire la classe ouvrière, c'est la seule qui a ses propres intérêts, c'est de se libérer et de lutter contre le capitalisme, etc. Mais il y a d'autres qui ont un intérêt à ce que se maintienne. Prendre l'exemple des bureaucraties syndicales, par exemple. Les bureaucraties syndicales, elles ont un intérêt propre à ce que, plus ou moins, se maintienne comme ça le système de dialogue social, les intérêts qu'ils ont, eux, à être permanents, à avoir telle condition de vie, à n'être plus à l'usine, etc. Et s'il y a des luttes trop dures, trop explosives, qui commencent à remettre en cause le pouvoir des capitalistes eux-mêmes peut-être risquent, comme c'est déjà arrivé, d'avoir leur organisation dissoute, d'aller en prison, etc. Donc vous voyez que les intérêts matériels, c'est plutôt au maintien, etc. Alors qu'il y a une partie de la classe ouvrière qui n'a à perdre que ses chaînes, comme disait Marx, ou même s'il faut nuancer cette question. Bon, je ne rentre pas dans ça. Je suis en train d'ouvrir un autre topo qui n'est pas celui-là. Donc, bon, tout ça, c'était des choses qu'on a plus ou moins évoquées l'année dernière. Là, j'ai un peu plus développé ce qui était la conclusion de l'année dernière parce que je trouve que cette année qui vient de s'écouler, elle valide un peu ces définitions. Maintenant, tout l'objet du topo que j'ai essayé de penser, c'est de voir comment l'année qui vient de s'écouler, elle transforme cette discussion, en tout cas, elle transforme les coordonnées dans lesquelles on intervient. Le principal bouleversement, c'est celui de la situation internationale. Et on va essayer de penser comment la situation internationale et son accélération, son changement profond, il transforme cette manière d'intervenir dans la classe ouvrière et de poser la question que je viens de poser avant, de politisation de la classe. Avant de rentrer dans cette discussion, je prends un exemple de grand changement dans la situation internationale qui a impacté le syndicalisme et la classe. Il y a eu d'autres fois dans l'histoire où des grands changements de la situation internationale ont bouleversé le syndicalisme, etc. Je prends le plus récent qui est dans les années 80. C'est-à-dire, c'est quoi les années 80 ? C'est que la bourgeoisie ne pouvait plus, face à la crise des années 70, face à la peur des années 68, c'est-à-dire de mai 68, mais aussi des luttes qui ont eu dans beaucoup de pays, etc. Et le reflux de ces luttes-là, la bourgeoisie, à un moment donné, elle doit, au moins un secteur de la bourgeoisie, doit avoir une certaine détermination à changer les choses, à bouleverser une manière de dominer qui existait jusque-là. C'est-à-dire, en fait, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1945, il y a quand même un grand compromis social qui s'exprime dans différents
mécanismes de dialogue social, comme j'ai parlé tout à l'heure, etc., sur lesquels je ne rentre pas, mais il y a un certain niveau de compromis social qui permet de gagner plus ou moins une paix. Une paix sociale. Et en fait, ça doit être remis en cause parce qu'il y a une crise très profonde du taux de profit, parce qu'il y a eu en fait des luttes de classe, etc. La bourgeoisie elle doit remettre en cause ça. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé néolibéralisme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à ce moment-là, la détermination d'un secteur de la bourgeoisie à changer sa manière de dominer et que c'est un processus international profond, etc., ça bouleverse ce qui était la routine et le logiciel du syndicalisme à ce moment-là. C'est-à-dire que le logiciel stratégique du syndicalisme à ce moment-là, par exemple, si on prend en France, c'était ce que j'ai évoqué tout à l'heure, une stratégie de élection d'un gouvernement de gauche sur lequel faire pression. C'est-à-dire qu'en 72, il y a l'Union de la gauche et le programme commun, et la CGT, qui n'est pas du tout en mode indépendance syndicale ou quoi que ce soit, la CGT, sa stratégie, c'est, y compris de mettre les luttes plutôt au second plan, et de se concentrer sur l'élection, sur l'union de la gauche, l'élection d'un gouvernement de gauche, et de mettre toutes ses forces là-dessus, etc. Ce qui provoquera une énorme crise déjà en 78, parce qu'en 78, il y a une première rupture de l'union de gauche et du programme commun, etc. Et une deuxième crise très profonde avec le mitterrandisme, parce que le mitterrandisme, du coup, arrive au pouvoir, le PCF participe au gouvernement, même après, reste plutôt l'arme au pied, etc. La CGT suit la stratégie du PCF, et en fait... et pire que ça, parce qu'en plus le mitterrandisme, il donne plutôt l'heure à la CFDT qu'à la CGT. Donc la CGT, la CGT qui avait parié depuis une décennie, avait parié comme stratégie de avoir une relation privilégiée avec un gouvernement de gauche pour faire passer en fait des mesures et grappiller des droits petit à petit, pourquoi pas parfois en faisant des manifs ou des pressions, etc., se retrouve déjà secondarisé parce qu'en fait, il donne plutôt l'heure à la CFDT, comme j'ai dit. Donc ça c'est la première chose. Et surtout, surtout à partir du tournant de la rigueur, en 83, ça devient plus clair et tout ça, les organisations même de la classe ouvrière se retournent contre elles. Et donc là, c'est une rupture très profonde, etc. Et c'est le début d'une grande crise et d'un grand déclin. Mais ça, le but ici, c'est pas de détailler ça, c'est d'avoir en tête que le tournant néolibéral, il a provoqué un grand changement. Et par exemple, les sociologues que j'ai cités tout à l'heure, ils étudiaient beaucoup cette partie, par exemple la période entre 75 et 95, on va dire, où il y a le néolibéralisme qui s'installe et comment le syndicalisme n'arrive pas à s'adapter, mais sur plein de questions différentes. Par exemple, sur des questions y compris de structuration, entre fédérations, UD, UL, etc. Il y a beaucoup de questions, mais moi je me suis centré là sur la question stratégique. C'est intéressant de voir que ce changement-là, il provoque des grands bouleversements. Par exemple, ça provoque une crise de la CGT, de la CFDT à ce moment-là, une montée de FO, par exemple, à ce moment-là. Ensuite, une dynamique, je pense que une des plus fortes dynamiques qu'a eu la classe ouvrière en France à l'auto-organisation, c'était dans ces années-là, c'est-à-dire la fin des années 80 avec les coordinations que vous connaissez, cheminotes, aéro, infirmières, etc. En France, il y a assez peu de tendance à l'auto-organisation. Disons, ça dépend dans les mouvements et tout, mais ça, c'était une des tendances les plus fortes. Et c'était à ce moment-là de bouleversement international dans lequel le syndicalisme n'a pas réussi à s'adapter. Donc c'est intéressant de garder un petit peu cette discussion en tête. Après, je détaille pas plus. Aujourd'hui, le changement dans la situation internationale, il est plus fort et plus profond que celui des années 80. Il est plus profond parce qu'il remet pas seulement en cause, c'est-à-dire il n'est pas une poursuite ou une aggravation de la logique néolibérale de remettre en cause l'État social ou qu'on a appelé État-providence, tout ce qu'a été le néolibéralisme, mais il y a un bouleversement de l'ordre international lui-même, c'est-à-dire de l'ordre international qui était celui post-45. Et donc il y a des choses qui sont remises en cause, qui sont très importantes. C'est la remise en cause du droit. Vous entendez, tous les éditorialistes sont en train de pleurer que c'est le retour de la loi du plus fort, c'est la fin du droit international, c'est la fin de l'alliance entre les États-Unis et l'Europe. Tout ça, c'est des bouleversements très importants, et que peut-être à première vue, vous n'avez pas connecté avec le syndicalisme, vous dites que ça n'a pas de conséquences énormes dans le syndicalisme. En fait, ça bouleverse beaucoup notre manière d'intervenir et de penser les questions d'intervention dans le mouvement ouvrier. Déjà, pour une première raison, c'est que toute attaque
commence à avoir de plus en plus des justifications politiques et même géopolitiques, c'est-à-dire que toute attaque, soit dans ta boîte, soit, je sais pas, le budget de Bayrou, etc., tout commence à avoir des justifications, des grandes justifications de grande ampleur, c'est-à-dire géopolitique. Par exemple, le budget, c'est parce que la Russie va quand même envahir l'Europe, qu'il faut un budget pour se militariser, les États-Unis nous ont lâchés. C'est pas juste l'austérité, il faut gérer le pays en bon père de famille, il faut quand même payer ses dettes. Ces arguments qu'on connaît déjà, mais s'ajoutent à ça des arguments très forts géopolitiques, etc. Donc ça, c'est une première. Et ça, dans les boîtes, pareil, moi je discute avec les camarades de la Pétro, où ils ont Pouyanné comme patron, qui est un patron ultra géopolitique, qui justifie toutes ces attaques, ces moindres fermetures à tel endroit ou de raffinerie ou quoi, par des dynamiques internationales, que nous, déjà, si on n'arrive pas à se poser à ce niveau-là de discussion, c'est plus difficile pour arriver à convaincre des collègues, pour arriver à exister politiquement. Donc ça, c'est une première raison qui est très importante. Mais au-delà de ça, le changement de la situation internationale, il a des conséquences très profondes et on n'en est encore qu'au début. C'est-à-dire on voit que pour l'instant les premiers symptômes et qui déjà sont très profonds. Soit dans les directions syndicales ou soit dans la classe ouvrière elle-même ou dans la base des syndicats. Ça, je vais essayer de développer un peu pour que vous vous rendiez compte à quel point la situation internationale, elle provoque des bouleversements dans le syndicalisme lui-même. D'abord, sur les directions syndicales, je pense que c'est peut-être le plus visible. On voit que la situation internationale, elle provoque une pression au nationalisme ou une accélération de l'intégration, de l'étatisation des syndicats ou de l'intégration à l'État. Pourquoi ? Parce que les dynamiques alors on n'est pas en guerre encore, mais les dynamiques soit de guerre commerciale, de militarisation, de course vers la guerre, de préparation à la guerre, tout ça renforce le nationalisme, renforce les pressions à l'unité nationale, renforce les dynamiques protectionnistes, par exemple, dans le syndicalisme, c'est quelque chose de très important sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Et on a vu différents éléments, alors pas seulement en France, par exemple, vous avez vu que Shawn Fain, qui était le dirigeant plus en vue aux États-Unis du syndicalisme dans l'automobile, un dirigeant très combatif. Nous, on a discuté beaucoup ça pour lutter, pour batailler un petit peu contre la logique luttiste chez nos camarades, c'est-à-dire de penser que c'est juste, il suffit des luttes, il suffit d'être combatif, etc. Shawn Fain, c'est vraiment l'antidote de ça si vous l'étudiez. C'est un mec qui était très à gauche dans le syndicalisme, très combatif, très radical dans son discours, et Trump, c'est un briseur de grève, etc. Mais quand il y a une situation internationale qui se développe de guerre commerciale, il dit par contre sa politique extérieure c'est très bien et je veux bien travailler avec Trump parce qu'il faut sauver notre industrie. Vous voyez que la guerre commerciale, la politique extérieure protectionniste, etc., c'est un moyen d'intégrer des syndicalismes, même du syndicalisme combatif, aux intérêts supérieurs de la nation, comme ils disent, que c'est très important. Donc il y a eu l'exemple de Shawn Fain, je trouve, qui est parlant, mais la CGT a sorti un programme de 16 mesures protectionnistes de manière plus assumée que c'était en fait dans les dernières années. Il y a évidemment la question de l'Ukraine et de soutien à l'Ukraine, qu'il faut donner des armes à l'Ukraine, etc., dans lequel le syndicalisme ne fait pas beaucoup exception ou opposition. Et donc, on voit avec alors, entre guillemets, le retour de l'impérialisme. Bon, l'impérialisme n'était pas parti, mais je veux dire, du point de vue des masses ou du point de vue des milieux dans lesquels on intervient, c'est plus clair pour les gens aujourd'hui qu'il y a un impérialisme, qu'il y a des gens qui veulent conquérir des territoires et ils veulent prendre le Groenland, ils veulent se batailler les terres rares en Ukraine. Bon, c'est plus clair pour les gens. Et donc cette période-là, elle me fait beaucoup penser au texte qui d'ailleurs est le dernier texte, si je ne me trompe pas, de Trotsky qu'il écrit en 1940, qui s'appelle Le syndicalisme à l'époque du déclin impérialiste, c'est ça, de la décadence impérialiste, où la logique de ce texte est très intéressante, c'est qu'il dit que plus on avance vers une accélération des tensions entre impérialistes, et plus le syndicalisme n'a de choix qu'entre deux options: de s'intégrer aux intérêts de son propre pays ou d'une politique totalement indépendante, c'est-à-dire révolutionnaire. Et donc, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est en train de se valider beaucoup aujourd'hui. Et donc, pour repartir de la discussion sur la repolitisation du syndicalisme, on voit que, ok, les sociologues ont raison de parler d'une dynamique de repolitisation du syndicalisme, mais c'est une repolitisation qui se fait de manière particulière, qui se fait au travers
d'une intégration à l'État. Donc c'est une politisation, mais en même temps une intégration, une étatisation, si vous voulez. Donc il faut le voir de cette manière-là. La situation internationale, elle provoque aussi des changements plus à la base, on va dire, et le symptôme peut-être plus frappant, c'est la question du génocide en Palestine. Euh, elle provoque dans différentes organisations. Donc, si vous avez suivi, par exemple, en Allemagne, il y a une adhésion massive à Die Linke de la jeunesse. Je pense que c'est entre 60 et 80 000 jeunes qui adhèrent à Die Linke, qui étaient plutôt avec des dirigeants plutôt sionistes et en fait des jeunes qui adhèrent plutôt pro-palestiniens. Donc, vous imaginez les contradictions qui ne sont pas encore résolues, mais ça provoque des grands changements comme ça. C'est ça et la montée de l'extrême droite en Allemagne qui a provoqué ce phénomène. Dans DSA, par exemple, aux États-Unis, qui a voté pour la première fois une résolution antisioniste et qui a fait gagner Mamdani à la primaire, qui commence à déjà faire un tournant à droite et à relativiser un peu ce qu'il a dit, y compris sur la Palestine. Donc vous voyez que c'est des grandes contradictions qui commencent à se profiler. En France, par exemple, vous avez vu qu'il y a des scissions dans la jeunesse communiste qui étaient aussi sur cette question de la Palestine, bon, et etc., un long, etc. Et encore, c'est que les premiers symptômes de comment la situation en Palestine, elle provoque et elle va provoquer des bouleversements, des recompositions, etc. Mais ce qui nous intéresse, nous, de réfléchir aujourd'hui, c'est dans le mouvement ouvrier, dans le syndicalisme. Il me semble, et je vais m'arrêter un peu longtemps dessus, qu'il est en train de se passer une politisation assez profonde sur la question palestinienne chez au moins un secteur de la classe ouvrière. Pour vous dire la méthode avec laquelle on devrait réfléchir ça, nous, en 2014, on faisait une définition sur une partie de la classe ouvrière où on disait qu'il y a, qui était en train d'émerger, une nouvelle génération ouvrière en 2014. Et on disait cette nouvelle génération ouvrière, c'est des jeunes syndicalistes ou pas syndicalistes trentenaires qui sont moins tenus par les bureaucrates syndicaux, qui parfois en fait sont des dirigeants de syndicats parce que en fait la combinaison avec la chute du stalinisme laisse un certain espace, y compris à des jeunes syndicalistes trentenaires qui ont envie d'aller plus loin, d'être plus combatifs. On disait que c'était aussi des secteurs, par certains endroits, qui étaient plus au carrefour de différentes oppressions, issus de quartiers populaires, par exemple, pour ce qui était de la RATP ou de la SNCF. Et en fait, sur la base de cette définition qui était sociologique, plus ou moins, on a travaillé à notre construction. Et dans le cycle de lutte de classe qui a suivi, c'est-à-dire le cycle de lutte de classe 2016-2023, on a réussi à dialoguer et à fusionner avec une partie de cette nouvelle génération ouvrière qui était peut-être qui était plutôt radicale, peut-être confuse politiquement, mais qui était ouverte ou en tout cas perméable aux idées révolutionnaires. Et donc une partie même des camarades qui sont dans cette salle aujourd'hui sont issus de cette génération ouvrière-là et de ce travail de construction qu'on a essayé de faire. Et moi, je me rappelle de cette définition parce que je pense qu'elle peut nous servir aujourd'hui à définir qu'il y a on pourrait appeler une génération palestine. Alors, elle n'est pas contradictoire avec la première. Beaucoup de cette nouvelle génération ouvrière, c'est une partie qui peut être politisée par la Palestine aujourd'hui. Peut-être il peut y avoir aussi d'autres. Donc on pourrait l'appeler un secteur Palestine ou une génération Palestine. Mais en tout cas, essayer de faire cette proto-définition sociologique pour travailler ensuite à notre intervention et à notre construction. Et il me semble qu'on est aujourd'hui l'organisation la mieux placée pour travailler à ce dialogue et à cette fusion avec ce secteur. Moi, j'ai commencé à penser cette définition au moment du procès de Anas et notre camarade. J'ai commencé à penser cette définition parce qu'en fait, en voyant les différentes interventions de syndicalistes qui ne sont pas des membres de RP, mais qui sont autour de nous, des sympathisants, plus ou moins proches, etc., et que ça se voyait qu'il y avait une vraie politisation sur la Palestine, plus que certains militants de longue date d'organisations qui étaient avec une logique, disons, plus ouvriériste, ou en tout cas moins impactés ou touchés par la situation palestinienne. Ça se voit, je veux dire, tu peux pas tricher, ça se voit dans les phrases, dans les paroles, où en fait tu as des syndicalistes qui te parlent du quotidien des Palestiniens, qu'ils sont bouleversés par ça, qu'ils n'en dorment pas, qu'ils ont envie de voir comment on peut agir dans
dans nos boîtes, etc., pour arrêter ce premier génocide du 21e siècle, filmé en 4K et en direct tous les jours, etc. Et c'est très profond. Après, je suis allé intervenir à un cycle de guerre à la guerre, où pareil, là, c'était d'autres syndicalistes qui n'étaient même pas de notre périphérie, de sympathisants de RP ou quoi, mais qui, pareil, avaient fait des actions spontanément sur la question de la Palestine, etc. Et ça m'a fait penser qu'il y a encore d'autres secteurs qui ne sont pas autour de nous, qu'on ne connaît pas, etc., mais qu'on doit avoir une intervention volontariste pour aller chercher. Il me semble qu'il y a aujourd'hui une partie de la classe ouvrière qui est très politisée par ça, et que les organisations classiques ne leur suffisent pas pour essayer d'agir, y compris dans leur boîte, etc. Je pense qu'on est, pour le coup, une organisation à la fois qui donne beaucoup d'importance à l'intervention ouvrière, et à la fois une intervention qui n'est pas ouvriériste ou purement syndicaliste, mais qui est ouverte aux différentes questions et à cette question palestinienne sur laquelle on a beaucoup intervenu. Donc, je n'ai pas suivi mes notes comme d'hab. Donc, ah oui, voilà, ok. Donc, en gros, ce que je viens d'essayer de définir, que la situation internationale, elle provoque différentes tendances. Les plus frappantes, c'est sur ça que je me suis arrêté, c'est une tendance à l'intégration des directions syndicales aux intérêts de l'État, etc., et une tendance à la politisation ou la radicalisation à la base. Mais, maintenant, il y a un grand mais. Si c'était comme ça, on serait objectiviste. Ça veut dire qu'on penserait que les conditions objectives, la situation internationale, son bouleversement, elles travaillent toutes seules, elles font mûrir toutes seules la situation, et qu'il y a, ça serait trop facile. Nous, on n'aurait qu'à récolter les fruits de cette situation objective qui se développe. C'est-à-dire, en gros, il y a les directions syndicales deviennent chaque fois plus à droite, la classe ouvrière devient chaque fois plus à gauche, et la révolution va découler de ça. Mais le problème, c'est que la situation internationale peut provoquer des tendances dans les deux sens, dans ces deux secteurs. C'est-à-dire, dans les directions syndicales, c'est pas que, par exemple, les directions syndicales sur la Palestine, toutes, elles vont avoir rien à foutre de la Palestine, et nous, on va récolter les fruits parce qu'on sera les seuls à parler de la Palestine. Il y a des secteurs des directions syndicales, par exemple, le secteur oppositionnel principal dans la CGT, qui est autour de la FSM, de l'UD13, de la FNIC, UD59, qui est très active aujourd'hui sur cette question. Vous voyez que c'est une UD qui fait le pari profondément d'intervenir sur la situation en Palestine pour essayer de se faire une place, de peser plus fort dans l'appareil et dans sa bataille avec la Confédération, etc. Notamment l'UD59 et autour de la figure de Delesco qu'ils essayent de projeter. C'est une stratégie très importante qu'ils sont en train de penser. Et donc, c'est pas que nous, c'est juste parce qu'on parle de la Palestine en général. Il y a même d'autres secteurs qui ne sont pas des secteurs révolutionnaires ou qui prônent l'auto-organisation comme nous, mais qui ont fait des actions qui ont été très impactantes. Par exemple, les dockers de Fos-sur-Mer, ils ont fait des actions, mais c'était une action qui à la fois était très puissante, sur laquelle je vais revenir vite fait, mais qui était en même temps bureaucratique. C'est-à-dire que les conséquences politiques, c'est que ça a impacté des secteurs et tout ça, mais après les dockers eux-mêmes n'en font rien, refusent toute interview, refusent toute discussion, n'essayent pas d'utiliser cette démonstration, parce que les démonstrations, elles n'ont de valeur propre, elles n'ont pas de valeur propre en soi. Les démonstrations, elles ont une valeur si elles sont liées à une stratégie, au développement de quelque chose pour la lutte de classe. Une action bureaucratique comme ça, c'est-à-dire les dockers, c'est un secteur typique bureaucratique, où c'est au sifflet que se dirigent les choses, indépendamment de ce que pense la base ou de ce que décide la base, etc. Mais une action exemplaire comme ça peut être une action bureaucratique à la fin. Je dis ça pour dire que des secteurs bureaucratiques, ils peuvent aussi agir et prendre en considération la situation internationale. Plus important à penser, dans la base, il n'y a pas seulement une tendance à la politisation et à la radicalisation, mais la situation internationale, son durcissement, etc., il provoque aussi des tendances plutôt vers la droite, c'est-à-dire aussi des tendances face à la brutalité, soit du génocide, soit des attaques qu'on subit ou qu'on va subir, etc. Il peut y avoir le réveil de tendances au repli sur soi ou au moindre mal, des tendances au nationalisme évidemment qui vont être très fortes. Et ça, en fait, donc il y a différents exemples, soit sur le plan électoral. Je pense que la relative force du front républicain face à l'extrême droite, c'est un truc qui fait beaucoup penser à une définition de Trotsky, qui dit en fait que la montée de l'extrême droite, c'est à la fois, ça peut faire tomber le masque de la démocratie bourgeoise et de ce qu'elle prétendait être et tout ça, parce qu'en fait la démocratie bourgeoise, dès que ça lui va plus, sa manière de dominer, elle dirige plus par le coup de force et tout ça, mais à la fois ça peut revivifier l'envie
de sauver cette démocratie bourgeoise, justement, etc. Donc vous voyez que les tendances peuvent jouer dans les deux sens, et ça, ça sera tout le fil conducteur de mon topo et de la suite du topo. On va prendre des exemples concrets, justement, pour voir ces différentes tendances-là. En gros, ce qu'il faut absolument que vous gardez en tête, c'est que le durcissement et l'accélération de la situation internationale, il peut provoquer différentes tendances. Et quelle tendance va primer? Tendance à l'intégration ou tendance vers la droite ou vers la gauche, à l'intégration ou à la radicalisation. Quelle tendance va primer? Ça sera le résultat de la bataille politique. Ça sera et c'est pour ça qu'on construit un parti révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est le résultat, à la fin d'une bataille politique, que une grande partie de notre classe, elle tire des bilans plus sur la gauche que sur la droite. C'est-à-dire elle tire des bilans que le masque est en train de tomber, que la bourgeoisie dirige par le rapport de force et qu'il faudra lui imposer un rapport de force et qu'il n'y aura pas... mais c'est pas quelque chose qui est gagné d'avance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se mettre en tête et qui doit déterminer toute notre intervention ensuite dans le mouvement ouvrier. Donc il n'y a rien de mécaniste à ça. J'ai dit sinon nous on n'est ni objectiviste ni subjectiviste, si vous voulez. C'est-à-dire ni objectiviste, genre les conditions objectives travaillent d'elles-mêmes, font mûrir la situation, etc. Ni subjectiviste, c'est-à-dire qu'on pense que la force subjective, donc le parti, par sa propre volonté, il peut changer toute situation. Nous on n'agit pas n'importe comment en fonction de n'importe quelle situation, à un moment où c'est très très mis d'accord et on a une énorme volonté. C'est pas comme ça. Mais donc on essaye d'analyser la situation et les bouleversements. C'est pour ça que j'ai passé un temps sur situation internationale, Palestine, etc. Et quelle tendance ça provoque et comment nous on peut accentuer certaines tendances, leur donner certaines perspectives, etc. Ça c'est le cadre général, disons, de l'introduction que je voudrais faire. Et maintenant je vais donner quelques exemples pour ensuite lancer la discussion, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Je vais prendre des exemples qui sont de l'année qui vient de s'écouler, comme ça, c'est des exemples concrets sur lesquels on a un peu réfléchi, mais sachant que, encore une fois, on est seulement au tout début des tendances qu'on va voir, et les tendances vont être beaucoup plus fortes, plus brutales, etc. Ces deux tendances qui peuvent jouer donc, dans les deux sens, je vais prendre différents exemples. Le premier, je vais essayer de poursuivre un peu sur l'exemple, sur la question de la Palestine. Vous voyez que le génocide en Palestine, ça peut avoir deux conséquences. Soit ça montre le vrai visage de l'impérialisme, et même, je parle de la Palestine, mais le retour des guerres, le retour de la brutalité de l'impérialisme dans comment c'est perçu, etc. Ça peut réveiller deux tendances. Soit l'envie de sauver le droit international et de s'en référer à ce droit international, de faire pression sur la diplomatie, etc. J'ai imprimé le communiqué de la CGT, justement sur la question de la reconnaissance de l'État de la Palestine, parce que c'est un exemple très, très parlant. Et ils ont une formule. Vous savez, c'est quand Macron il a dit qu'il allait reconnaître l'État de Palestine et tout ça. La CGT a sorti un communiqué qui est très révélateur de sa logique profonde, qui est de dire, donc il y a une phrase qui dit « Les mobilisations citoyennes ont fortement contribué à faire pression sur les gouvernements et faire bouger les lignes concernant la reconnaissance de la Palestine. Il faudra consolider le processus diplomatique. » Voilà. Donc, et donc ça, c'est une certaine logique que vous voyez, le génocide en Palestine, il peut réveiller aussi cette logique-là, c'est-à-dire d'essayer de sauver le droit international, faire pression sur la diplomatie, sur Macron, etc. Ou il peut réveiller une autre logique qui est au contraire de penser que la situation, elle fait tomber le masque de ce qu'est l'impérialisme, qu'elle montre que ça ne fonctionne que par le rapport de force et qu'il faudra donc chercher une perspective qui ne fait pas confiance à la diplomatie, à l'ONU, à Macron ou au gouvernement, mais seulement à nos propres forces et aux forces de la classe ouvrière. Et donc, par exemple, après l'action des dockers, c'est réveiller une certaine mentalité dans certains secteurs du syndicalisme qui allait un peu dans ce sens, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement, avec notre propre rapport de force pour rompre le lien de notre entreprise avec Israël, ou de rompre l'envoi d'armes ou le transport d'armes qui vont servir ensuite au génocide. Vous voyez que c'est deux tendances différentes qui, pour l'instant, sont peut-être embryonnaires, mais qui ne jouent pas dans le même sens. Peut-être qu'un exemple plus frappant, mais je sais pas, je pense pas que peut-être tout le monde le connaît, mais c'est le Brésil, c'est un exemple frappant de ça, parce que Lula fait une diplomatie on va dire de gauche, pro-palestinienne, etc., mais tout en laissant Petrobras exporter
du pétrole pour Israël qui donc joue un rôle actif dans le génocide, etc. Et c'est des secteurs de la classe ouvrière et notamment nos camarades militants révolutionnaires du MRT qui font une campagne active dans le syndicalisme et dans la fédération des pétroliers, des pétroliers pour démasquer ce rôle-là, pour faire une grosse campagne pour interdire pour empêcher l'exportation de carburant pour Israël et pour le génocide, etc. Et donc vous voyez que ces deux tendances-là existent et sont en bataille. Notre rôle, c'est d'arriver à clarifier que ce sont deux perspectives différentes et d'arriver à renforcer la perspective qui se base plus sur la lutte de classe, la solidarité internationale de la classe ouvrière elle-même et qui ne remet pas, encore une fois, le destin sur cette question des Palestiniens et sinon le destin de la classe ouvrière en général dans les mains de l'ONU, de la diplomatie internationale, des différents gouvernements et de gouvernements qui seraient plus progressistes que l'international réactionnaire. Parce que vous voyez qu'il y a ce discours, par exemple la CGT, elle répète beaucoup ce discours de l'international réactionnaire qu'on peut dire comme définition, disons comme analyse, mais que de suite doit normalement aller avec le reste, c'est-à-dire que c'est pas Macron, c'est l'international démocratique et progressiste. Mais en fait, il y a un truc, il y a un discours qui se développe comme ça. Par exemple, Sophie Binet, elle dit l'international réactionnaire, c'est Trump, Poutine, Netanyahou qui veulent imposer un monde différent qui est régné par le coup de force, comme si en fait l'impérialisme français c'était par des cadeaux et par les simples idées et le consentement. Sur la situation en Palestine et situation internationale, j'ai dit rapidement ces différentes tendances qui peuvent exister. Et maintenant, je vais aller vers la fin de l'introduction avec trois questions qui touchent, enfin, qui ont été des questions qui cette année ont eu une certaine importance. Qui touche aux questions de l'emploi, des licenciements et tout, comme conséquence de la guerre commerciale et de l'accélération de la situation internationale. Et je vais essayer de le prendre avec le fil conducteur de la question du programme. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans les autres discussions ou les autres topos qu'on a fait, on a traité la question de l'intervention du mouvement ouvrier, disons de la différence entre réformistes et révolutionnaires. On l'a traité soit du point de vue de la stratégie de lutte, donc vous connaissez les discussions qu'on a faites, soit disons une stratégie de journée d'action isolée comme pression sur les institutions, c'est la stratégie réformiste, versus la stratégie de penser un plan de bataille qui pose la perspective de unifier la classe et les différents secteurs dans une grève générale qui s'attaque au capitalisme lui-même, etc. Donc du point de vue de stratégie de lutte, on a pas mal discuté ça, je pense que c'est un acquis de notre courant. Même du point de vue organisationnel, Loli avait fait un topo sur l'auto-organisation qui, nous, fait partie de notre ADN. Et donc la logique, disons, d'un mouvement où il y a la mainmise de la bureaucratie syndicale, que c'est la logique plutôt réformiste, contre une logique où on développe l'auto-organisation qui est la nôtre. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé, donc sur laquelle je ne reviens pas. Mais on a peut-être moins développé dans les derniers topos et formations la question programmatique. Comment sur les questions de programme, de revendication, s'exprime cette différence entre réformiste et révolutionnaire et en quoi la question du programme pour nous elle est importante. Je voulais faire cette discussion-là parce que en discutant avec des camarades, je me rendais compte que parfois on comprend nos questions de revendication ou de programme comme si nous on veut des revendications c'est un peu plus radical ou c'est plus à gauche, mais c'est pas ça. Il y a une logique plus profonde aux questions programmatiques et en même temps comme ça ce topo il pourra aussi servir à réfléchir peut-être dans les périodes électorales qui vont arriver, les campagnes municipales pour les régionales qui le feront, etc. Donc voilà, j'ai pensé ça pour la suite du topo, avec trois questions. La première, dont j'ai un peu commencé à évoquer tout à l'heure, c'est la question du protectionnisme. Vous avez vu que, alors même si ça n'a pas fait un impact médiatique énorme, la question des 16 mesures de la CGT, nous on y a donné une certaine importance parce que c'était le retour d'un discours protectionniste plus clair. C'est vraiment, je ne sais plus, une vingtaine de pages de programme contre la guerre commerciale de Trump, c'est comme ça que c'est appelé, et c'est une proposition à Macron de protectionnisme avec des arguments un petit peu plus à gauche. C'est une proposition de meilleure justification du protectionnisme, si vous voulez, ou de meilleure manière de mener la guerre commerciale de la nation française contre les grandes puissances chinoises d'un côté, États-Unis de l'autre. Et donc on y a donné beaucoup d'importance à polémiquer contre cette logique-là.
Et donc, je vais en dire un mot là parce que je pense que c'est quelque chose qui va se développer, y compris le protectionnisme. Pour le coup, c'est pas quelque chose qui n'existe que dans la tête des directions syndicales. C'est quelque chose qui a un impact dans la base, chez les ouvriers, parce qu'en fait, dans le discours, ça peut apparaître comme c'est la défense de notre industrie. Enfin, je veux dire, on n'est pas pour la fermeture de nos boîtes et qu'on se retrouve à la rue, etc. Donc, je vais essayer de développer un petit peu plus pour voir comment le protectionnisme, c'est ce qu'on a appelé dans l'article que j'ai écrit, mais la formule n'est pas de moi, la forme économique de l'union sacrée. C'est-à-dire l'union sacrée, c'est la formule qu'il y avait dans la Première Guerre mondiale où en fait les syndicalistes se jettent dans l'union sacrée avec leur propre bourgeoisie pour lutter contre l'union sacrée du pays d'en face. Et disons le protectionnisme, on a dit forme économique de l'union sacrée parce que la guerre commerciale n'est pas la guerre, mais c'est une guerre économique. Et en fait, la forme économique de cette union sacrée, c'est le protectionnisme. Qu'est-ce que c'est? Je le dis rapidement. Mais après, vous pourrez aller lire l'article pour voir plus en détail et tout ça. Mais le protectionnisme, c'est quoi? Pour le résumer à grands traits, le protectionnisme, c'est dire qu'on va taxer des marchandises qu'on importe. C'est-à-dire que, imaginons, les Chinois arrivent à être plus compétitifs et à produire une marchandise moins chère, nous, on n'arrive pas, etc. Et du coup, nous, pour nous protéger, on va taxer cette marchandise, ce qui veut dire que on va importer de l'inflation chez nous, exporter du chômage chez eux. Je répète, on va importer de l'inflation. Pourquoi? Parce qu'on va taxer, c'est-à-dire on va faire en sorte que la classe ouvrière française, elle galère à se payer ça pour que ça mette dans la merde les producteurs chinois pour leur part de marché. C'est-à-dire qu'on va essayer que eux, à la fin, ça leur fasse fermer leurs usines à eux. Donc on va exporter du chômage, si vous voulez. Exporter dans le sens qu'on ne va pas se l'importer chez nous, donc on va le mettre chez eux. Et nous, on va s'importer de l'inflation. C'est-à-dire que le protectionnisme, c'est une manière de taper sur les deux classes ouvrières pour espérer que peut-être une subisse moins que l'autre, ou en tout cas pour espérer que la bourgeoisie, à la fin, c'est plutôt la bourgeoisie d'un pays qui peut peut-être gagner en maintenant son industrie dans un pays, et maintenant des taux de profit, etc. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais il faut avoir en tête ça, pour pouvoir contrer tous les arguments, y compris les plus pernicieux, parce qu'il y a une forme de gauche, entre guillemets, du protectionnisme. LFI parle de protectionnisme solidaire, dans le monde diplomatique, ils disent un protectionnisme altruiste. La CGT, je ne sais plus comment ils l'appellent, mais dans la branche FSM, c'est le bouclier anti-dumping social, et qui sert, et qui, en fait, c'est un protectionnisme internationaliste quasiment. Vous voyez la contradiction énorme. Ça veut dire que, non, c'est pas pour... Voilà, c'est ça, c'est pour améliorer la vie, par exemple, des travailleurs chinois. C'est parce que leur bourgeoisie, en fait, elle les sous-paye. Mais si nous, on taxe, en fait, leur bourgeoisie, elle n'aura plus cette arme-là pour gagner des parts de marché dans le monde et tout. Donc, elle va être obligée de les payer plus, ce qui n'est jamais arrivé. Le protectionnisme n'a jamais provoqué ça. Mais les arguments du protectionnisme de gauche, l'argument central du protectionnisme de gauche, c'est celui-là. Et il y a assez peu de forces politiques même qui remettent en question cette chose-là. Donc, j'ai pris un peu de temps sur ça parce que c'est quelque chose qu'on va être très confronté dans les mois et années qui viennent, cette question du protectionnisme, déjà auprès de nos propres collègues et tout, et puis même pour polémiquer un peu plus globalement. Ça n'empêche pas que quand une boîte ferme chez nous, on défend nos emplois. Je veux dire, c'est pas que comme on est internationaliste, on dit vas-y, ferme ma boîte, on l'ouvrira ailleurs, tant mieux pour le. On est internationaliste et solidarité avec oui, solidarité avec les autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, quand on nous attaque, on défend notre survie, notre emploi, etc. Mais on ne le fait pas avec les arguments de la bourgeoisie. C'est-à-dire on ne le fait pas en disant voilà, on va taxer et tout ça et on va reconstruire une industrie de cette manière-là, etc. C'est-à-dire on le fait parce que nous, les revendications, on les pense à partir de nos propres besoins. C'est-à-dire on a besoin de notre travail, de meilleurs salaires, d'une stabilité de l'emploi, etc. Et on la défend. Mais on ne la défend pas avec des arguments de commencer à dire oui, mais regardez, vous pouvez fermer la boîte que vous avez mis au Maroc, au Mexique, etc. Donc, et ça, c'est très important. Et donc ça nous amène à opposer au protectionnisme une solidarité internationale. C'est-à-dire que chaque occasion qui se présente à nous, par exemple là, la première qui me vient en tête, je ne sais pas si c'est la plus parlante, mais je sais qu'à un moment, les patrons de Total, ils ont fermé une RAF ou une partie de RAF en Belgique et ils ont utilisé cet argument pour essayer de gagner la paix sociale en France et en disant regardez comment on est sympa, on a fermé celle de Belgique, soyez contents, dites-le à vos collègues et tout ça, comme ça on ne fermera pas ou alors on fermera plus tard la nôtre. Nous, on doit, dans ces moments-là, quand c'est les autres qui sont attaqués, on doit construire une forte solidarité internationale et à d'autres moments de l'histoire, exister des campagnes internationales très fortes, des grèves déclenchées en simultané, etc. Par exemple, la sidérurgie, c'est marrant parce que la sidérurgie, c'est un secteur où existent les deux tendances très fortement. C'est-à-dire à la fois,
tu as parfois des campagnes internationales des syndicalistes de la sidérurgie, et en même temps, il y a une organisation mondiale du syndicalisme de la sidérurgie, dans lequel, au sein de cette organisation, ils font des guerres protectionnistes. Donc, vous voyez que des fois, il y a des campagnes ensemble, mondiales, comme Solidarité, etc. Et des fois, il y a des campagnes européennes pour dire que, quand même, il faut défendre l'acier européen contre les autres qui nous font... Donc, bon, en plus, c'est absurde. Donc, il y a cette discussion-là où les deux tendances vont exister. C'est une question sur laquelle on va être plutôt, à mon avis, à contre-courant quand les tendances protectionnistes vont se développer. Donc, il faut, disons, se préparer à ça. Une autre question programmatique, mais qui est assez liée et sur laquelle on a écrit cette année, au travers de l'exemple de ArcelorMittal, c'est la question de nationalisation versus nationalisation sous contrôle ouvrier. Pourquoi on a écrit sur ça? Parce qu'on a donné de l'importance au fait que la revendication de nationalisation, elle a pris un certain poids. Ces dernières années, elle avait quasiment disparu. Là, je parle même du point de vue des réformistes, parce que ça, c'est nationalisation tout seul, c'est les réformistes, ils proposent ça normalement, etc. Là, par exemple, dans le programme du NFP, le programme électoral, il y avait zéro nationalisation. Dans celle d'avant de LFI, non, dans celle de la NUPES et même de LFI, il me semble qu'il y avait 3. C'était Française des Jeux, Autoroute et une troisième. C'est-à-dire que même du point de vue des réformistes, c'était en train de disparaître. Donc quand il y avait la possibilité, avec la lutte des Arcelor, que la revendication de nationalisation, elle prenne un petit peu d'importance, on a essayé de nous aussi y donner de l'importance, mais de voir de quoi on parle quand on parle de nationalisation. Et ce qui était intéressant... pourquoi on a pensé que c'était intéressant de faire une polémique avec cette revendication-là, ou en tout cas de voir les limites, c'est qu'il y a eu des réformistes cohérents, en tout cas. Ils sont conséquents avec leurs propres revendications. C'est-à-dire qu'ils ont revendiqué dans la sidérurgie qu'il y ait une nationalisation, mais qui tire les bilans des nationalisations qu'il y a déjà eu en France dans les années 80 sous le mitterrandisme. C'est-à-dire que sous le mitterrandisme, il y a eu une nationalisation de la sidérurgie, mais qui n'a pas empêché 12 000 suppressions d'emplois en 82, 24 000 suppressions d'emplois en 84, donc ça fait 30 000 et quelques, dans une sidérurgie nationalisée, dans un gouvernement de gauche, etc. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc ils ont essayé d'être cohérents avec leurs revendications et de la développer. Donc il y a eu un rapport très long qui a été écrit coécrit par la CGT ArcelorMittal de Dunkerque et par des économistes qui ont développé leur propre logique, mais qui est une logique réformiste et possibiliste, si on veut. C'est-à-dire qui est d'essayer de démontrer à la bourgeoisie que c'est une mesure qu'elle pourrait prendre et qui, même d'un point de vue budgétaire, ne poserait pas trop de problèmes, etc. Or déjà, eux, c'est une nationalisation avec rachat, c'est-à-dire on va payer Arcelor. Donc nous on a pointé la contradiction que par exemple dans la même phase où on est en train de revendiquer de les payer 4 milliards, le patron de Arcelor qui dit qu'il a plus d'argent, il doit supprimer qu'il doit supprimer des postes, etc. Il a sorti 1 milliard pour le rachat du Celtic Glasgow en NBA. Donc c'est pas qu'il manque d'argent, ils ont fait beaucoup de profits, etc. Nous, on revendique, ça je vais revenir après sur notre logique. D'abord, je vais développer un petit peu sur la logique des réformistes, parce qu'en fait, mon propos, si vous voyez, c'est d'essayer de voir que les revendications, c'est pas juste des mots d'ordre qui sont lancés comme ça, mais il y a un contenu derrière, c'est-à-dire il y a une logique profonde, et j'ai beaucoup aimé, même si je suis pas d'accord avec eux, j'ai beaucoup aimé qu'il y a des réformistes cohérents qui vont jusqu'au bout de leur contenu et de leur logique. Donc, d'abord, parce qu'il l'explicite, et du coup ça permet nous d'expliciter le nôtre. D'abord, ce rachat, ils expliquent où c'est qu'on pourrait trouver l'argent. Dans la banque publique d'investissement, il y a un petit budget de 4 milliards qu'on pourrait peut-être utiliser. Dans le budget, on pourrait faire telle mesurette, etc. Vous voyez que la logique profonde qu'il y a derrière, c'est quoi ? C'est que ça limite toute autre nationalisation. C'est-à-dire on va trouver en grappillant pour cette nationalisation-là, mais par contre, les autres, ils peuvent se gratter. Donc, c'est-à-dire si après on a une perspective de faire d'autres nationalisations, etc., les propres arguments que tu as développés pour la nationalisation de Arcelor, ils vont se retourner contre toi pour le reste. Donc c'est un réformiste, même plutôt un réformisme plutôt droitier, en fait, la logique qui a été développée. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ensuite, ils ont essayé aussi de prendre en considération l'expérience qu'il y avait des années 80 que j'ai mentionné juste avant, où ils ont dit
ils ont nationalisé, le mitterrandisme, il a nationalisé la sidérurgie, mais après, c'est posé un problème de viabilité. C'est-à-dire, en gros, OK, tu as nationalisé ton industrie, tu produis de l'acier, mais maintenant, c'est quoi les débouchés? Où est-ce que tu vas le vendre? Si tu as une entreprise nationalisée, elle est toujours en concurrence internationale avec les autres qui sont beaucoup plus forts, etc. Donc, c'est quoi c'est quoi la viabilité? Et donc, eux tirent la conclusion que le problème des suppressions d'emplois, c'était à cause de ça, c'est-à-dire à cause qu'à un moment donné, même nationalisé, s'il n'y a pas de débouché, tu dois supprimer des emplois. Et donc, ils en tirent la conclusion de quoi? De faire une logique nationalisation plus protectionnisme. C'est-à-dire, encore une fois, on revient au protectionnisme, qui est de dire, voilà, on va nationaliser et après, on va protéger notre industrie. Moi, ce que j'ai écrit, c'est que d'un point de vue de l'acier, c'est vraiment là où on voit l'absurdité de leur programme, parce que de toute façon, même protectionniste, tu ne vas pas faire une guerre commerciale avec la Chine. Il faut se réveiller. La Chine, c'est 1000 tonnes d'acier, même plus, je pense, par an. La France, c'est 10 tonnes. Donc, ils produisent 100 fois plus de tonnes d'acier par an. Quelle guerre commerciale tu vas faire avec ça? Tu n'as aucun impact. Tu peux faire des taxes, tu peux faire 1000% de taxes. S'ils veulent, ils te le donnent, l'acier, s'ils ont envie de gagner ta part de marché. Ou sinon, plus probable, ils font des mesures de rétorsion, parce que toujours, les gens qui pensent le protectionnisme, ils pensent que dans un sens. Ils pensent que les autres pays, c'est tous des bolosses. Nous, on va faire des mesures. Ils vont tous se coucher, la France en plus qui pèse rien, ou même l'Europe qui pèse rien, ils vont tous se coucher. Et le problème, c'est que non, tu entames une guerre commerciale, tu vas prendre des tartes par les États-Unis, la Chine, qui sont beaucoup plus puissants, et donc vas-y, tu dois assumer après qu'il y a guerre commerciale, sachant que, comme on l'a écrit, guerre commerciale et guerre militaire ne sont pas entièrement séparées. C'est-à-dire que souvent, pour imposer une mesure économique, tu vas utiliser la puissance militaire. Les États-Unis, c'est ça qu'ils ont beaucoup utilisé. Ils négocient le parapluie militaire pour imposer ensuite des choses économiques, ou inversement, ils peuvent utiliser des taxes pour imposer que tu vas te militariser, etc. Bon, mais c'est pour dire que c'est pas délié. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant du point de vue des réformistes d'aller jusqu'au bout de leur logique, qui effectivement amène à ça, c'est-à-dire amène à nationalisation partielle plus protectionnisme. Ce à quoi nous, on a opposé la nationalisation sans indemnité ni rachat, et on a essayé de l'expliquer. C'est justement ce que j'ai dit juste avant, qu'en fait, c'est pas une question... La nationalisation, pour nous, n'est pas une mesure technique ou budgétaire, mais c'est un mot d'ordre pour... et ça va avec sous contrôle ouvrier, que je vais revenir après, mais c'est un mot d'ordre pour essayer de mettre dans la tête de nos collègues et de la classe qu'il faut remettre en cause la propriété privée des moyens de production, le fait que les industries, elles sont faites que pour faire du profit pour une minorité, et qu'il faut remettre en cause la propriété privée. Le problème, c'est que s'il y a ensuite une propriété publique, disons, comme on a vu avec le mitterrandisme, nous, le bilan qu'on en tire, c'est pas que ça manquait de protectionnisme, c'est que ça manquait du contrôle des principaux concernés, donc du contrôle des travailleurs, etc. Il y a d'autres secteurs, encore une fois, pour vous dire que les tendances ne sont pas unilatérales, il y a d'autres secteurs de la bureaucratie qui tirent ce genre de discussion et qui mettent en avant le mot d'ordre de nationalisation sous contrôle des travailleurs. C'est l'UD 59, donc l'UD du Nord, qui a beaucoup insisté là-dessus. Le problème, c'est qu'en plus, il y a un flou sur qu'est-ce que c'est le contrôle des travailleurs, parce que dans la CGT, le contrôle ouvrier ou le contrôle des travailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ce petit passage où, dans Backseat, je crois, où Safia demande à Sophie Binet le contrôle ouvrier quand même, pour Arcelor et tout, ça serait important, qu'est-ce que vous en pensez? Et Sophie Binet répond oui, tout à fait. Sauf que le contrôle ouvrier de Sophie Binet, c'est plus de la cogestion que du contrôle ouvrier, c'est l'intégration d'ouvriers dans les conseils d'administration. C'est-à-dire, quand même, il faudrait que les ouvriers ils ont une voix consultative, mais tout est cohérent. Hein. Par contre, on ne peut pas leur reprocher qu'ils n'ont pas de cohérence. C'est-à-dire que la cohérence des réformistes, c'est que les ouvriers, ils peuvent faire pression et ils peuvent avoir des très bonnes idées pour faire d'autres plans, donc on est des forces de proposition, et en fait, pour eux, c'est ça le contrôle ouvrier. Pour nous, le contrôle ouvrier, c'est installer une dualité de pouvoir dans l'entreprise. C'est installer c'est-à-dire, c'est pas quelque chose, ce qu'on appelle contrôle ouvrier, c'est pas un système économique qui est voué à durer des décennies. C'est quelque chose qui est plus instable, qui est essayé d'installer une dualité de pouvoir dans l'entreprise et dans le pays après en général. Et on pense, nous, la nationalisation sous contrôle ouvrier, on ne l'en pense pas comme un mot d'ordre technique
et en essayant de supplier que si c'est possible de l'installer, etc. C'est un mot d'ordre. On pense le mot d'ordre pour son rôle dans la lutte de classe, c'est-à-dire pour son rôle dans la conscience de la classe ouvrière, soit sa qualité en soi, c'est-à-dire le mot d'ordre en soi, qu'est-ce que c'est son contenu et qu'est-ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut remettre en cause la propriété privée des moyens de production et qu'il faut que ce soit les ouvriers, les usagers qui contrôlent eux-mêmes, parce que c'est eux qui ont les principaux intérêts à gérer du point de vue des besoins humains et écologiques et pas du point de vue du profit. Donc ça, c'est le contenu profond qu'on essaye de dire dans les moments où on a une brèche pour le dire fortement. Quand on parle de nationalisation, on a écrit « oui, mais quelle nationalisation ?» et après on a essayé de développer. Donc ça a une puissance. Le mot d'ordre a cette puissance ou ce contenu en soi, et aussi, même on a essayé de développer un petit peu l'imagination, disons, si une victoire de cette revendication avait lieu, imaginez l'impact, parce que nous on pense toujours en fonction de la dynamique de lutte de classe. Imaginez l'impact que ça a du point de vue du reste de la lutte de classe et de la classe ouvrière. C'est-à-dire que nous on ne pense pas une entreprise qui est nationalisée, on ne pense pas sa viabilité parce qu'on va taxer les Américains ou les Chinois, on pense sa viabilité parce que moi, par exemple, quand j'ai écrit cet article, j'ai pensé l'exemple des LIP, dans le sens où les LIP, dans les années 70, qui ont mis sous contrôle ouvrier leur entreprise de montres, etc., ils ont provoqué un impact dans la conscience de la classe ouvrière que ça, c'était... Vous savez, toujours les réformistes, ils parlent du fleuron de notre industrie. Il faut défendre le fleuron de notre industrie. Et nous plutôt, on voudrait construire des fleurons de la lutte de classe, des fleurons de la classe ouvrière qui valent le coup d'être défendus. Je pensais beaucoup au LIP parce qu'il y avait, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, mais il y avait des ouvriers, ils arrivaient, ils achetaient 4 montres, ils avaient 4 montres au poignet pour soutenir les LIP. Et en fait, de la même manière, imaginez Arcelor qui produit de l'acier sous contrôle ouvrier, l'impact que ça a dans toutes les entreprises de la métallurgie. Moi, j'étais un ouvrier dans une usine de la métallurgie. Beaucoup de monde, ils auraient envie de se battre pour arrêter, pour imposer nous-mêmes le contrôle ouvrier dans notre boîte, pour imposer qu'on va acheter l'acier des Arcelor parce qu'en même temps, on a envie de les sauver et en même temps, on a envie de faire la même chose qu'eux, ils ont fait chez nous. Si eux, ils ont imposé ça, pourquoi pas nous, etc. Vous voyez que l'impact sur le développement de la lutte de classe, il est pas du tout le même. Et nous, on pense les mots d'ordre de cette manière-là. Le dernier exemple, je vais aller plus rapidement, mais qui touche aussi à la question des licenciements, des suppressions d'emplois et qui a trait à la question programmatique que moi j'ai beaucoup étudié cet été, c'est essayer de réfléchir la pratique d'une autre organisation révolutionnaire qui est Lutte ouvrière sur la question des suppressions d'emplois. Et de la faire dialoguer avec notre logique. Je ne sais pas si les camarades ont suivi, mais cette polémique, elle est apparue autour d'une polémique totalement absurde de Jean-Pierre Mercier qui attaque Christian Porta, qui dit qu'il faut lutter pour 0 suppression d'emploi, en disant « Oulala, c'est comme le bureaucrate Philippe Martinez en je ne sais pas quelle année devant je ne sais plus quelle boîte ». Et en fait, je vais essayer la polémique, elle était absurde de comparer Christian Porta à Martinez quand même, mais derrière, il y a un contenu que je voudrais développer. C'est un débat que nous, on avait déjà mené avec Lutte ouvrière, et c'est une logique profonde qu'ils ont dans leur pratique dans le mouvement ouvrier. Alors, on l'avait déjà mené, par exemple, en 2013-2014 avec la lutte de Aulnay, où ils avaient joué un rôle central de direction de la lutte et tout ça, où la logique profonde, c'était de vendre notre peau le plus cher possible, c'est-à-dire de lutter pour des indemnités de départ les plus élevées possibles, en pensant que lutter pour 0 suppression d'emploi, parce que vous savez que quand il y a un plan de licenciement, c'est souvent la question qui se pose et il y a une tension entre est-ce qu'on va lutter contre toute suppression d'emploi ou est-ce que ça n'est pas possible de lutter pour ça et donc on va lutter pour des indemnités de départ qui soient les plus fortes possibles. Cette tension-là, dans la pratique de lutte ouvrière, il y a une certaine adaptation à l'idée qu'il ne serait pas possible et que les ouvriers ne veulent pas dans leur majorité ou ne seraient pas capables, en tout cas dans la période actuelle, de lutter contre toute suppression d'emplois et que donc il faudrait se battre comme des lions pour vendre notre peau le plus cher possible, etc. Et c'est quelque chose qui se reproduit beaucoup. Et dans le conflit des Michelin dans l'usine de Cholet, c'est quelque chose où eux, ils ont joué un rôle et qu'ils revendiquent beaucoup. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'encore une fois, ils développent jusqu'au bout leur logique. Et donc, c'est intéressant de nous dialoguer avec cette logique-là.
Donc encore une fois, il faut développer le contenu des différentes revendications. Le contenu de lutter pour des indemnités les plus hautes possibles, c'est quoi? Il faut qu'on le traduise, nous, derrière. Ça veut dire que c'est accepter la capacité du patron à supprimer des emplois, c'est accepter pour le futur que se développe le chômage, les suppressions d'emplois, etc. Et donc se battre pour des indemnités plus fortes en espérant que, par exemple, dans leur article de bilan, Lutte ouvrière, ils expliquent noir sur blanc que les leçons qui ont été tirées de cette lutte, etc., serviront parce que les ouvriers, après, ils iront dans une autre boîte et tout ça. Mais cette logique-là, dans une période où la dynamique de récession va s'accentuer, c'est une logique qui est amenée de plus en plus à périmer parce que les autres boîtes, vous pouvez les rêver de plus en plus. C'est de plus en plus, le licenciement va être une question de vie ou de mort. Tu vas prendre des indemnités, sachant qu'en plus, les indemnités, on sait, même encore pas une situation de récession comme aujourd'hui, on sait le rôle que ça a joué en fait, après Continental ou Goodyear, etc. Comment il y a eu des drames familiaux, des divorces, des suicides, etc. C'est pas que tout simplement on se bat pour des indemnités un peu hautes et après on va porter les leçons de la lutte de classe dans une autre boîte. Ça peut arriver par moment, mais c'est pas comme ça la logique générale. Et le contenu de lutter pour un programme vraiment d'indépendance de classe et de zéro suppression d'emploi, la logique, elle est profondément différente parce qu'elle est de dire qu'on n'est pas des Kleenex qu'on peut jeter à un moment ou à un autre, que c'est nous qui décidons quand on reste ou quand on part, et que surtout, elle est une logique d'essayer d'unifier les différents secteurs de la classe, y compris avec ceux qui sont au chômage aujourd'hui, ou avec la jeunesse qui est amenée à chercher à trouver un emploi, et que c'est nous, on ne défend pas l'emploi en tant que tel, mais qu'on pense que juste, on est amené à s'adapter à des dynamiques individuelles. C'est-à-dire que, est-ce que juste individuellement, tu as défendu une meilleure mesure d'accompagnement, comme ils appellent dans les PSE. Donc le contenu, il n'est pas le même. Mais la logique profonde de lutte ouvrière, elle est plus fine que ça, disons. On peut développer plus finement que ça. Parce que quand Jean-Pierre Mercier il fait la polémique avec Christian Porta, c'est pas juste une attaque stupide et gratuite comme on pourrait penser, mais il y a une logique derrière, qui est la logique de penser. La logique derrière, c'est une logique d'adaptation à l'ouvrier moyen, on peut dire. C'est l'adaptation à l'état de conscience de l'ouvrier moyen. Pourquoi? Parce qu'il pense que l'ouvrier moyen est à peu près, son niveau de conscience, c'est fataliste, on doit accepter les suppressions d'emplois, etc. Et du coup, comme ils partent du principe qu'il n'est pas possible de convaincre une majorité d'ouvriers dans une boîte de ce programme d'indépendance de classe et ce programme de suppression d'emplois, du coup, toute intervention qui défend zéro suppression d'emploi est une intervention de bureaucrates déconnectés. Ce qui peut être vrai, c'est-à-dire ils ont raison quand ils disent que la FNIC ou des secteurs, en fait, ou l'exemple qu'il prend de Martinez, c'est des vrais exemples. Moi, j'ai déjà vu de mes yeux des bureaucrates qui se positionnent plus à gauche sur le papier ou dans le discours que des ouvriers de terrain, parce que eux, ça leur coûte rien. De toute façon, ils n'ont rien à perdre. Donc à un moment, ils peuvent faire un discours ultra radical, etc. Après, ils retournent dans leur permanenta. Ils sont tranquilles. Donc ça peut arriver. Nous, notre logique n'est pas la même. Nous, en fait, on ne va pas défendre n'importe quel programme dans n'importe quelle situation. On essaye de convaincre une majorité, etc. Mais eux ne font pas la différence. Quand ils partent du principe de ce fatalisme-là, toute intervention sur cette question de zéro suppression d'emploi, c'est une intervention de bureaucrates déconnectés. Donc c'est intéressant de voir ça. Et il y a une autre logique de lutte ouvrière qui est intéressante dans leur bilan de Michelin-Cholet, c'est que lutte ouvrière n'a pas une adaptation totale à l'ouvrier moyen. Sur certaines questions, lutte ouvrière essaye de convaincre les ouvriers de l'importance de revendication. Sur une question, celle du comité de grève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne s'adaptent pas sur la question organisationnelle au mouvement tel qu'il se développe. Ils essaient de convaincre, de construire un comité de grève, l'auto-organisation, les travailleurs doivent se défendre eux-mêmes, c'est pas les bureaucrates qui, etc. Tout ça, avec quoi on est d'accord. Le problème, c'est que du coup, ça montre une logique profonde. C'est que si déjà, ça montre que lutte ouvrière est capable de batailler des idées dans leur pratique quotidienne dans la classe ouvrière. S'ils sont capables de batailler des idées pour le comité de grève, pourquoi ils pensent qu'il ne faut pas batailler des idées sur la question programmatique? Et il y a une adaptation programmatique profonde, et ça révèle une logique profonde qui est ce qu'on pourrait appeler un certain spontanéisme, c'est-à-dire à penser que la classe ouvrière, spontanément, si elle a le bon cadre organisationnel, c'est-à-dire qui lui permet de s'organiser elle-même, de prendre ses décisions, etc., le reste suffit à lui-même. Une chose contre laquelle Lénine, Trotsky, etc. ont beaucoup polémiqué en parlant des soviets, c'est-à-dire de ce qui était le cadre d'auto-organisation le plus développé, qui organisait des masses et des masses
d'ouvriers, mais en voyant que les soviets sous direction réformiste, les soviets sous direction des mencheviks étaient des organes de conciliation de classe, et même des organes plus efficaces de conciliation de classe, justement parce qu'ils organisent une grande partie de la classe ouvrière, mais dans un projet réformiste. Donc ça veut dire que l'auto-organisation en soi, nous on n'a aucun fétichisme, ni des soviets, ni de l'auto-organisation, mais l'auto-organisation en soi ne suffit pas. Ensuite, il faut une direction qui bataille le programme, la perspective, la stratégie. Et donc c'est intéressant, et on va essayer, si j'y arrive, je voudrais faire ça, d'écrire un article plus profond qui discute cette logique-là. Mais vous voyez qu'il y a une adaptation programmatique, mais qui n'est pas qui reproduit la séparation entre programme minimum, programme maximum. C'est-à-dire que nous, comme trotskistes, on revendique la logique des revendications transitoires. C'était une tentative, historiquement, de rompre avec la rupture programme minimum, programme maximum. C'est-à-dire programme minimum dans la pratique, on s'adapte en fait plus ou moins aux luttes telles qu'elles sont et tout ça. Et ensuite, les jours de fête, dans la propagande, parfois dans ton journal, les jours de fête, d'ailleurs, c'est une bonne expression pour lutte ouvrière, parce que du coup, lutte ouvrière, c'est vraiment... Lutte ouvrière, si vous regardez, c'est adaptation aux indemnités de départ dans la pratique. Par contre, le jour de fête de la fête de lutte ouvrière, on parle d'interdiction des licenciements. Ou dans la propagande, on parle d'interdiction des licenciements. Mais on pense que dans la pratique, on ne peut pas aujourd'hui convaincre. Et c'est une logique aussi objectiviste, comme j'ai dit avant, parce qu'ils pensent que la situation objective travaille par elle-même, fait mûrir la classe ouvrière, fait mûrir la situation, et à un moment donné, la classe ouvrière sera mûre pour entendre, et là, à ce moment-là, on y dira avec elle interdiction des licenciements dans la pratique. Jusqu'à maintenant, c'est pas comme ça. Nous, la logique transitoire, c'est l'inverse. C'est partir d'un niveau de conscience de classe pour essayer, à partir de certains éléments programmatiques et revendicatifs, de développer la conscience qu'il faut s'attaquer au capitalisme lui-même, etc. Donc... voilà, j'en ai fini, désolé d'avoir fait un peu long. On aurait pu, avec cette logique programmatique, et développer beaucoup d'autres choses. Par exemple, sur la question des licenciements, il y a le moratoire sur les licenciements ou interdiction des licenciements, c'est deux choses différentes. Militarisme versus antimilitarisme, une question qui va beaucoup nous occuper, évidemment. Mais bon, j'étais obligé de choisir quelques exemples qui étaient concrets et actuels pour ensuite qu'on discute la logique. Voilà, les deux gros trucs, pour résumer, c'est le rôle de la situation internationale, les tendances qu'elle provoque, qui sont contradictoires, et ce sera le fruit d'une bataille politique de voir laquelle prime, et l'importance de réfléchir notre programme, pas juste comme un peu plus radical ou combatif, mais avec une logique profonde de quel impact ça a sur la conscience de classe. Et voilà, je vous remercie.